C'est l'heure de l'information sur Télé Sud. Heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Au moins 300 migrants à bord de 3 bateaux qui les transportèrent du Sénégal vers les îles Canaries ont disparu en pleine mer. L'alerte a été donnée dimanche par l'association d'aide aux migrants Walking Borders. Une autre alerte, celle de l'ONU qui redoute une guerre civile totale au Soudan alors que le pays s'enlise de plus en plus et cela depuis près de 3 mois dans un conflit interminable entre les généraux rivaux. Au Gabon, plus de doute, le président Ali Bongo briguera un 3e mandat. Il a annoncé sa candidature dimanche devant une foule de partisans à quelques semaines des élections générales prévues le 26 août. Je vous le disais en titre, de nombreuses familles sénégalaises sont inquiètes depuis le départ de 3 bateaux transportant au moins 300 migrants qui ont quitté le pays. Il y a de cela 15 jours, plus aucune nouvelle depuis ce départ en direction des îles Canaries. Que sont-ils devenus? L'association d'aide aux migrants Walking Borders, préoccupée, tout comme leur famille au Sénégal, a donné l'alerte. Mathieu Nicolas. La découverte s'est faite lundi lorsque des gardes-côtes espagnols ont repéré un bateau proche des îles Canaries. Selon l'association d'aide aux migrants Walking Borders, au moins 300 migrants à bord de 3 bateaux qui étaient partis du Sénégal à destination des îles Canaries ont disparu en mer. Lundi, des gardes-côtes espagnols ont repéré un des 3 bateaux qui avait navigué depuis Kafountine le 27 juin, une ville côtière du sud du Sénégal, situé à environ 1700 km de Tenerife. Le bateau était porté disparu depuis plus d'une semaine. Les gardes-côtes espagnols ont déclaré qu'un de leurs avions avait trouvé un bateau lors de la recherche d'un navire transportant des migrants qui avait disparu il y a plus d'une semaine. Environ 200 personnes étaient à bord. Le plus important est de trouver ces personnes. Il y a beaucoup de personnes portées disparues en mer. Ce n'est pas normal. Nous avons besoin de plus d'avions pour les chercher. 2 bateaux similaires transportant des dizaines de personnes supplémentaires seraient également portés disparus. Il y a peu de détails sur les 2 autres bateaux. Cependant, Walking Borders précise que l'un avait environ 65 personnes à bord, l'autre jusqu'à 60. Cela porterait le nombre total de personnes portées disparues sur les 3 bateaux à plus de 300. Toutes les personnes seraient sénégalaises et avaient décidé de partir en raison de l'instabilité qui règne au Sénégal. Une situation catastrophique qui survient quelques semaines seulement après que l'Europe ait connu l'un des pires naufrages de migrants en Méditerranée lorsqu'un chalutier surpeuplé a coulé au large des côtes grecques. Au moins 78 personnes ont été confirmées noyées, mais les Nations Unies ont signalé que jusqu'à 500 personnes étaient toujours portées disparues. La situation des migrants subsahariens à Sfax demeure précaire malgré les déclarations du président Kais Saied qui affirme que ces migrants sont bien traités. Mais sur place, la réalité est tout autre. Des migrants errent dans les rues en attendant l'aide qui tarde à venir. Soukaïnas Kalissal. Seuls, dans la rue, sans endroit où loger. Cette situation est partagée par de nombreux migrants d'origine subsaharienne à Sfax en Tunisie. Une situation exacerbée par le meurtre d'un Tunisien de 40 ans par un migrant subsaharien le 3 juillet dernier. Depuis, l'ONG Human Rights Watch a dénombré entre 500 et 700 personnes d'origine ivoirienne, sénégalaise, camerounaise ou encore malienne à avoir été conduites de force à la frontière libyenne entre le 2 et 6 juillet. Il y a un subsaharien qui a tué sur les Tunisiens et du coup la population tunisienne est fâchée contre tous les subsahariens. Et la population tunisienne s'attaque aux subsahariens et même la police tunisienne essaie d'arrêter illégalement tous les subsahariens, des fois pour aller refouler dans les déserts de la Libye, ce qui n'est pas normal. Bon, on a vraiment peur d'être ici, c'est pourquoi on veut à tout prix quitter d'abord Sfax. La mort à Sfax d'un homme poignardé par un migrant en situation irrégulière a mis le feu aux poudres dans cette région où la tension entre habitants et migrants subsahariens était déjà vive depuis plusieurs mois. S'en sont suivis des jours d'affrontements sanglants. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Il y a un grand nombre de migrants illégaux et cela a augmenté les problèmes qu'il y avait déjà en Tunisie. Dans ce contexte de vive tension, le président Kais Saied s'est exprimé samedi dernier. Des déclarations qui n'ont pas semblé apaiser la situation.
En effet, le chef d'État a déclaré que son pays n'acceptait quiconque ne respectant pas ses lois et n'étant pas un pays de transit ou une terre de réinstallation pour les ressortissants de certains pays africains. Des propos qui sont venus raviver une tension déjà explosive. Avant, la Tunisie était un pays d'accueil pour nous. On vivait à l'aise ici, mais comme on n'est pas les bienvenus en Tunisie, la solution serait de traverser la Méditerranée pour aller en Europe, parce que rentrer dans nos pays aussi n'est pas facile. De son côté, l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch a exhorté les autorités à mettre fin aux expulsions collectives dans le désert où les migrants sont abandonnés à leur sort. Au Soudan, la situation continue de se détériorer avec un nouveau bombardement meurtrier qui a suscité l'indignation du secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres, qui a exprimé son horreur face à ce drame, a appelé une nouvelle fois à la cessation immédiate des combats entre l'armée et les paramilitaires. Alors que le pays s'enlise de plus en plus dans la violence, le patron des Nations Unies redoute une guerre civile totale. Laurent Leleu. Au Soudan, suite au bombardement samedi sur le quartier de Dar al-Salam à Omdurman, une banlieue au nord-ouest de la capitale, qui a fait, selon les autorités, 22 morts et un grand nombre de blessés parmi les civils, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a alerté la communauté internationale que le pays est au bord d'une guerre civile. Le Soudan est au bord d'une guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région. Il y a un mépris total du droit humanitaire et des droits de la personne, qui est dangereux et inquiétant. Cette guerre entre les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo et les troupes du général Abdel Fattah al-Burhan, qui a commencé il y a près de 3 mois, a déchaffé plus de 3000 morts et des milliers de blessés qui affluent tous les jours dans les centres de soins qui sont encore en capacité d'accueillir des patients, comme celui de Médecins sans frontières. Donc au quotidien, on reçoit 15 blessés par jour, mais des fois, on a des pics, on a un afflux massif de blessés. Par exemple, il y a 10 jours, en 48 heures, 160 blessés sont arrivés sur l'hôpital. Et on était obligé à demander l'aide même du personnel non médical pour contrôler la foule, pour mettre de l'ordre devant les services des urgences, pour soigner les patients qui réussissent à arriver dans notre hôpital. Dimanche, l'Égypte a annoncé qu'elle accueillerait un sommet des voisins du Soudan, jeudi 13 juillet, pour examiner les moyens de mettre fin au conflit et à ses répercussions sur toute cette région. Jusqu'à présent, les négociations menées entre autres par les Américains et les Saoudiens n'ont permis d'obtenir que des trêves temporaires, quasiment jamais respectées. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont annoncé dimanche à Bissau la probabilité de sanctions majeures contre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso en cas de non-respect des échéanciers fixés pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le président de la Commission, Oumar Alieu Touré, l'a fait savoir lors d'une conférence de presse marquant la fin de la 63e conférence ordinaire des dirigeants de l'instance sous-régionale. Aucune précision n'a été donnée sur la nature de ces sanctions. Et justement, lors de la 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Bola Tinubu, le président du Nigeria, a été élu à l'unanimité comme nouveau président en exercice de l'organisation. Parmi ses priorités à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la lutte contre le changement anticonstitutionnel, notamment les coups d'État militaires. Les explications avec Mathieu Nicolas. À peine élu président de la CEDEAO et déjà, Bola Tinubu dévoile ses ambitions pour la sous-région ouest africaine. Dimanche, les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont choisi le nouveau président nigérian Bola Tinubu pour diriger l'an prochain la CEDEAO, leur bloc régional, en remplacement du dirigeant bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, arrivé en fin de mandat. Un rôle que le tout récemment élu président du Nigeria va prendre à cœur. Bola Tinubu s'est déjà mis en tête un objectif précis, instaurer la démocratie dans tous les pays de la CEDEAO. Laissez-moi vous dire ceci, je m'engage sur le principe du respect des règles et des lois de la CEDEAO. Nous devons être des défenseurs de la démocratie. Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour elle et nous en avons besoin et nous devons être des exemples. Sans la démocratie, pas de bonne gouvernance, pas de liberté,
pas de loi. Meilleure forme de gouvernement, bien qu'elle soit très difficile à gérer, la mise en place de la démocratie dans l'Ouest semble être le cheval de bataille du président nigérian. Bola Tinubu ne cache pas son désamour des coups d'État et ne soutient pas l'installation de militaires au pouvoir par ce biais. La démocratie est le meilleur système de gouvernance. À propos des coups d'État survenus dans certains pays, nous n'allons plus tolérer des coups d'État successifs dans la région. Nous le prenons au sérieux. Je suis avec vous, le Nigeria est de retour. I am with you. In Nigeria, we are back. 3 membres de la CEDEAO, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont subi 5 coups d'État depuis 2020. Pour le moment, pas de nouvelles sanctions en vue pour ces pays, mais la CEDEAO, à l'instar du président de la Commission, Omar Alieu Touré, continue d'exhorter les juntes de ces 3 pays à respecter les délais convenus pour remettre le pouvoir aux civils. Un prochain sommet servira à faire un point sur la situation des 3 pays. Parlons maintenant de la visite au Congo du président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, reçu dimanche à Oyo par le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Les 2 dirigeants ont échangé sur plusieurs sujets, notamment le changement climatique, la sécurité et le développement du continent. Louis-Marcel Satou, notre correspondant au Congo-Brazzaville, pour le point. C'est dans la matinée de ce dimanche que le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, est arrivé à l'aéroport international de Lombo. Il a été reçu à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Jean-Jacques Bouya. Après les salutations d'usage et un bref entretien au salon d'honneur, le chef d'État centrafricain est accueilli quelque temps plus tard à Ngolodouas-les-Bains, dans la périphérie d'Oyo, par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso qui séjourne dans cette localité depuis le samedi 8 juillet en compagnie du chef de l'État kényan, William Ruto, qui a effectué une visite d'État de 72 heures en République du Congo. Entre Denis Sassou Nguesso et Faustin Archange Touadéra, ce sont des rencontres permanentes qui témoignent de la vitalité des relations entre la République du Congo et la République centrafricaine. Ainsi, le chef de l'État centrafricain s'est dit satisfait de ces entretiens qui ont porté sur des questions bilatérales et multilatérales. Je voudrais très sincèrement remercier le président Denis Sassou Nguesso pour son invitation et toutes les dispositions qui ont été prises pour que cette rencontre puisse se tenir. Et ça a été pour moi et pour nous l'occasion d'échanger sur plusieurs questions. Et j'ai profité du fait qu'il y ait une visite d'État du président Ruto ici, à Oyo, avec le président. Et il nous a profité de pouvoir avoir des échanges entre les 3 chefs d'État qui nous a permis de passer en revue l'ensemble des questions concernant notre continent. Je peux par exemple parler de la situation au Soudan, où nous avons partagé nos visions, nos échanges sur cette question-là. Mais ça aussi, après cela, nous avons pu, en bilatéral, parler des questions qui concernent nos 2 pays, comment nous allons renforcer nos relations qui sont des relations séculaires et d'amitié, de fraternité. Et ça a permis d'avoir aussi certains éléments sur la conduite de certaines questions. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est aussi président en exercice de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les 2 chefs d'État ont donc mis à profit cette visite pour passer en revue les questions d'intégration sur-régionale et de paix en Afrique centrale. Je suis également président en exercice de notre communauté. Ça a été pour moi aussi l'occasion de pouvoir partager la vision pendant cette période, comment j'entends diriger notre communauté et les points essentiels pour la suite de la conférence que nous avons tenue à Yaoundé. Autant de questions qui ont alimenté nos échanges et je rentre là satisfait et avec beaucoup de galvanisé sur un certain nombre de conseils et d'échanges de la part du président Denis Sassou Nguesso.
C'est dans l'après-midi de ce dimanche 9 juillet 2023 que le président Faustin-Archange Touadéra a quitté Oyo pour Bangui, la capitale centrafricaine. Lors d'un rassemblement de partisans du Parti démocratique gabonais PDG, le président Ali Bongo Ondimba a annoncé son intention de briguer un troisième mandat à la tête du pays. Une annonce faite dimanche devant une foule enthousiaste à quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 26 août. Mathieu Nicolas. J'annonce officiellement aujourd'hui, je suis candidat. Une annonce applaudie par de nombreux partisans réunis dimanche dans la zone économique spéciale de Nkok, près de la capitale Libreville. À un peu plus d'un mois de la présidentielle, sans surprise, le chef d'État gabonais est candidat pour un troisième mandat. Favori du scrutin qui se tiendra le 26 août, face à une opposition désunie, Ali Bongo galvanise sa troupe. Je sais qu'ensemble, tous ensemble, unis par la volonté de Dieu, nous gagnerons. Le désormais candidat à sa propre succession sera investi ce lundi par sa formation politique, le Parti démocratique gabonais. Mais avant, Ali Bongo, qui est à la tête du pays depuis 14 ans, est conscient des défis. Il compte sur son bilan pour convaincre ses électeurs, une économie redressée après la période éprouvante du Covid-19 et la stabilité politique qui règne dans le pays. Des résultats que Ali Bongo souhaite parfaits. Candidat pour gagner la bataille économique, candidat pour gagner la bataille du travail, candidat pour gagner la bataille du changement. Ali Bongo, 64 ans, a été élu pour la première fois en 2009 après le décès de son père, Omar Bongo, qui dirigeait le pays. Il sera réélu de justesse 7 ans après. Mais cette année, face à une opposition dispersée, avec une vingtaine de candidatures, le champion du PDG est quasiment assuré d'une troisième élection. Et une nouvelle candidature de l'opposition gabonaise pour cette élection du 26 août, celle d'Alessandre Barro Chambrier, économiste et ancien ministre proche du pouvoir par le passé. Il a été choisi pour représenter le Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM qu'il a investi ce week-end à l'issue d'un congrès extraordinaire. En Côte d'Ivoire, Jean-Marc Yassé, candidat du PDCI-RDA aux prochaines élections municipales dans la commune de Cocody à Abidjan, a été officiellement investi candidat samedi. Il a été présenté aux populations de la commune par le général Gaston Ouassenan Koné, vice-président du parti et représentant du président Henri Konan Bédié, en présence de quelques personnalités de l'opposition, dont l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo. Je vous propose d'écouter le candidat Jean-Marc Yassé lui-même juste après son investiture. Son Excellence le président Henri Konan Bédié, par le biais du général Gaston Ouassenan Koné, est venu présenter le candidat du PDCI-RDA à Cocody, que je suis. Donc je dis merci à tous les militantes du PDCI-RDA, à tous les sympathisants et tous les partis qui sont en alliance avec nous, de se mettre en rang de bataille pour la victoire du 2 septembre 2023 par la grâce de Dieu. La Corée du Sud lance avec 8 pays africains un énorme programme agricole. L'afflux de réfugiés à Bamenda après des violences dans le nord-ouest du Cameroun et la rencontre à Windsor entre le roi Charles III et le président américain Joe Biden. C'est le reste de l'actualité, commenté par Noël Ndong et monté par Yanis Fochin. La Corée du Sud a lancé ce lundi son projet de Korean Rice Belt, ou la ceinture du riz, en présence des représentants de 8 pays africains. La ceinture du riz est un grand programme de développement agricole ayant pour but de produire du riz pour les populations locales du Sénégal au Kenya, en passant par la Guinée et le Nigeria. D'une durée initiale de 4 ans et d'un investissement de 80 millions de dollars, ce projet vise à apporter 10 000 tonnes de riz supplémentaires en 2027, de quoi nourrir 30 millions de personnes. La Corée compte ainsi partager son savoir-faire et permettre à ses partenaires africains de développer ce secteur et n'exclut pas de l'étendre au-delà et d'y intégrer d'autres pays africains.
Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest du Cameroun, continue de voir arriver des habitants de Big Banki, l'autre nom de la localité de Ketchop-Kekou, qui fuient la zone. Fin mai, une trentaine de femmes ont été enlevées et maltraitées par un groupe armé dans cette localité à une trentaine de kilomètres au nord-ouest, au nord de Bamenda. Depuis le déploiement des forces militaires, des habitants fuient et racontent des scènes de violence. Ces déplacés seraient toujours éparpillés sans la possibilité d'évaluer précisément leur nombre. Depuis 2016, les autorités camerounaises mènent une guerre contre les groupes séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Le président américain Joe Biden a été reçu en milieu de journée par le roi Charles III au château de Windsor après s'être entretenu avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Londres. Les deux chefs d'État ont surtout parlé d'environnement, sujet sur lequel le roi est engagé de longue date et pour lequel le président américain éprouve un respect. Joe Biden a vanté la relation solide comme un roc qui unit les États-Unis et la Grande-Bretagne, deux des alliés les plus fermes au sein de l'OTAN. Le président américain et le roi Charles III doivent notamment prendre connaissance des conclusions d'un forum sur les financements en faveur du climat dans les pays en développement. Joe Biden se rendra ensuite à Vilnius, en Lituanie, pour le sommet de l'OTAN. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis le couronnement de Charles III. Le président russe a rencontré le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, au Kremlin le 29 juin, soit quelques jours après sa rébellion avortée. C'est ce qu'a annoncé lundi la présidence russe. 35 personnes, notamment les commandants et dirigeants du groupe paramilitaire, auraient assisté à cette réunion qui a permis à Vladimir Poutine de donner son appréciation de la mutinerie du 24 juin. En France, le comité pour Adama, interdit de marche annuelle à Paris, a finalement réussi à se rassembler dans la capitale avec le soutien de certains élus de la France insoumise. Environ 1 millier de personnes ont participé à cette marche, mais la manifestation s'est transformée en confrontation avec les forces de l'ordre qui auraient violenté le frère d'Adama, Issoufou Traoré, avant de l'arrêter. Récit Soukaina Skalissal. Samedi, ils étaient plus d'1 millier de manifestants à se réunir place de la République à Paris, en mémoire à Adama Traoré, décédé il y a maintenant 7 ans. Une manifestation interdite par la préfecture dans un contexte de tension autour de la mort du jeune Naël, causée par des violences policières. Vous avez décidé, vous avez dit qu'il est interdiction de manifester. On va venir dans la rue. C'est une marche qui s'est faite spontanément. Après un court défilé entre Place de la République et Gare de l'Est à Paris, le frère de Adama et Assa Traoré, Issoufou Traoré, a été interpellé par des policiers de la Brave M. Dans cette vidéo, on peut y voir une violente interpellation de l'homme de 29 ans. Mon frère Youssouf Traoré a subi un guet-apens ce jour-là. Mon frère a subi un plaquage ventral. Ce sont des images qui nous ont choqués. Ce sont des images qui nous ont mis la chair de poule et qui nous ont réveillé beaucoup de choses. Mon frère est mort exactement de la même façon. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que on demande une reconstitution depuis longtemps. La reconstitution, on l'a eu. On l'a eu là. Ce dernier a été mis en cause pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, selon un communiqué de la préfecture de police de Paris. Après avoir été interpellé, Issoufou Traoré, 29 ans, a été conduit au commissariat, mais en raison des blessures subies, il a dû être conduit à l'hôpital. Dimanche, il est sorti libre de l'hôpital sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui à ce stade. Ils sont venus, ils nous ont persécutés, il n'y avait pas eu de première sommation, tout ça, ils sont venus direct. Moi j'ai reçu des coups et il y a une autre jeune fille aussi qui a été bousculée par un de ces policiers. Et comme vous pouvez le voir, regardez. Dans l'arrestation filmée, on peut voir le jeune homme résister puis être plaqué au sol. Le plaquage ventral subi par Issoufou Traoré lors de son interpellation lui a occasionné une fracture du nez, un traumatisme crânien ainsi que des contusions thoraciques et abdominales. Une plainte va être déposée par le comité Adama.
Finissons par ces images d'un phénomène météorologique pas inédit, mais plutôt rare, survenu ce lundi en Afrique du Sud. Il s'agit d'une chute de neige qui a surpris les habitants de la ville de Johannesburg et d'autres régions du pays. Ce phénomène risque d'entraîner une baisse de température. Les autorités sud-africaines prévoient une possible fermeture des routes dans les villes touchées pour éviter des accidents. Fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retrouvez Laurent Leleu demain pour l'édition de la mi-journée. Au revoir.